Bonjour à tous, bienvenue dans Scientifilm, l'émission qui passe à la loupe les scénarios de vos films préférés. Bonjour Alexandre. Bonjour Valentin. Quel film allons-nous examiner aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, nous nous pencherons sur Hibernatus avec Louis de Funès, et plus précisément regarder si son scénario de base tient la route. Ah oui, je vois. C'est un film de 1969 où le corps d'un homme dit hiberné est retrouvé dans un bloc de glace au Groenland. Et après 65 ans de congélation, il est dans un état intact. Le métabolisme a retrouvé son taux normal et au moment où je vous parle, le sujet peut être tenu comme physiologiquement déshiberné. Charami, c'est fou. Et par la suite, après un long réveil et son identification, il se trouve que les biens du personnage joué par Louis de Funès lui appartiennent. Et c'est de là que part le film. Eh bien, l'hiberné a été identifié. Tant mieux. Et nous pouvons nous demander si c'est de la cryogénisation, un moyen de conservation à très basse température, car contrairement à ce que nous indique le titre du film, il ne peut pas s'agir d'hibernation, c'est-à-dire que durant une hibernation, le métabolisme est très réduit, alors que dans le film, il est stoppé à cause de la glace. De plus, la cryogénisation est présente dans beaucoup d'éléments de la culture populaire. Outre Hibernatus, il y a entre autres Avatar de James Cameron, où les hommes faisaient des voyages spatiaux en étant cryogénisés, ou bien Futurama, où un livreur de pizza qui s'est fait cryogéniser par erreur se retrouve en l'année 2999, et il découvrira alors une société nouvelle pour lui. Mais plus concrètement pour les scientifiques, c'est l'espoir de pouvoir ressusciter l'homme un jour. Ce genre de méthode est déjà utilisé pour conserver des gamètes par exemple. Dès aujourd'hui, quelques organisations proposent des services de cryogénisation. Ils sont appelés cryonistes, les adeptes de la cryogénisation. D'accord, mais ça marche pour des spermatozoïdes et des ovules, pourquoi pas sur un corps entier? Eh bien, c'est parce que chaque organe a besoin de méthodes de refroidissement et de réchauffement spécifiques. Et ces méthodes ne sont pas les mêmes pour chaque organe. Donc on ne peut pas actuellement conserver un corps entier et le faire revivre, car il a des risques d'être endommagé. On peut alors considérer que la première personne à être cryogénisée, le professeur James Bedford en 1962, doit être dans un piteux état avec les connaissances restreintes de l'époque sur le sujet. Ah ça oui, dans un bien piètre état en effet. Mais alors quand on change d'échelle, ça ne fonctionne plus car la complexité n'est plus la même? Oui, c'est exact. En fait, c'est la formation de cristaux de glace dans le sang qui endommage toutes les structures et qui détruit les cellules. Donc la seule solution trouvée est la vitrification. Ce qui consiste en réalité à ajouter une solution au sang qui va le rendre très visqueux et ainsi empêcher la destruction des cellules. Très bien, mais au fait, pourquoi est-ce qu'on refroidit les corps? Ah, ça c'est une bonne question, mais je ne pourrais pas te répondre, donc on va plutôt demander au professeur Lassie, il pourra peut-être nous en dire plus. Professeur? Bonjour les garçons, alors comme ça vous parlez de cryogénisation? C'est un sujet très intéressant, mais je vais vous aider à éclaircir quelques points. Tout d'abord, ta dernière question était très pertinente Alexandre. En effet, on peut se demander pourquoi est-ce que refroidir un corps peut le conserver. Eh bien, si on considère le corps humain comme une somme de réactions chimiques, ça vient de ce qu'on appelle la cinétique. Ce sont tous les facteurs qui influent sur l'agitation des molécules. Cette agitation influe sur la durée des réactions chimiques et la température est un facteur cinétique. Donc si on abaisse la température, on augmente la durée des réactions chimiques du corps à la mort. Elles sont même stoppées à très basse température. C'est ce qui réduit par exemple le métabolisme lors d'une hibernation. Mais par exemple, quand on met un poulet dans un congélateur à moins 20 degrés Celsius, il va stopper les réactions chimiques qui engendrent la détérioration et par conséquent le conserver plus longtemps. Mais ce type de congélation n'est pas sans conséquence. Il engendre souvent de la glace ou une altération du goût des aliments à cause des dégâts provoqués par des cristaux de glace ou une activité enzymatique stoppée. On notera que, pour la petite histoire, Becquerel avait calculé en 1950 qu'une graine dont la durée de vie est normalement d'1 an à 20 degrés à température ambiante pourrait encore germer si elle était conservée à la température de moins 270 degrés au bout de 71 trillions 300 milliards d'années. Ah très bien, il y aura donc une chance pour que le scénario d'Hibernatus devienne réalité? Je ne pense pas, il y a encore plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Ça ne doit pas être aussi simple que ça. Effectivement, c'est loin d'être aussi enfantin. Bien d'autres phénomènes agissent. Premièrement, on peut parler de l'importance de la température. En effet, celle-ci joue un rôle en tant que facteur cinétique comme on l'a vu précédemment, mais sa valeur est importante. Les moins 196 degrés de l'azote liquide sont parfaits pour ce type de conservation. D'autant plus que c'est un élément très bon marché et il ne requiert pas de courant.
Mais il faut que le refroidissement obéisse à des règles précises. Il ne faut pas que cela soit trop rapide ou trop long, et il en est de même pour la décongélation qui est primordiale. En effet, le choc thermique peut survenir sans cristallisation, et ainsi contracter les cellules ou les fracturer, ce qui cause évidemment des lésions mécaniques. Donc au cours d'un refroidissement lent, les cristaux extracellulaires se forment, ce qui va contracter les cellules et les endommager. Alors qu'au cours d'un refroidissement rapide, l'eau se congèle à l'intérieur des cellules sous forme de cristaux petits et imparfaits qui sont relativement instables, mais pas nocifs, qui au cours d'un réchauffement trop lent se transformeront en cristaux de grande taille, plus stables qui pourront alors être néfastes pour la cellule. En général, un refroidissement rapide et un réchauffement rapide sont préconisés pour que les cellules soient dans le meilleur état de conservation. Cependant, comme tu l'as souligné Valentin, dans tous les cas, une congélation générale du corps ne va pas convenir à tous les organes. Certains vont être endommagés irrémédiablement. Car, comme tu le vois sur ce graphique, il y a des taux de survie des composants du corps en fonction de la vitesse de refroidissement. Et donc, si on obéit à la vitesse de refroidissement des hématies par exemple, le refroidissement ne conviendra pas aux 3 autres organes et par conséquent va mal les conserver ou les endommager. Mais dans le futur, on espère que les nanotechnologies nous permettront de remédier à ce problème et ainsi nous offrir plus de possibilités pour réparer les dommages occasionnés sur les cellules. Car ici, on se heurte à des limites physiques du corps humain. Mais de plus, avant le refroidissement à très basse température, il faut ajouter un liquide cryoprotecteur au sang. Celui-ci va réduire l'importance du choc osmotique, c'est-à-dire que c'est d'éviter les risques de destruction de la membrane de la cellule. Car plus on descend en température, plus la concentration saline du cytoplasme et de la lymphe vont diminuer. Mais pas en même temps, donc les milieux cellulaires et extracellulaires vont être de composition différente, ce qui va provoquer une modification de la pression osmotique et un choc dans le cas d'une trop grosse baisse de pression. Mais le cryoprotecteur va également empêcher la formation de cristaux de glace qui détruiraient les tissus et les cellules. Les cryoprotecteurs sont souvent composés d'un cocktail d'alcool, majoritairement du glycérol C3H8O3, qui va former des liaisons hydrogènes et qui vont augmenter la viscosité du liquide sanguin. Comme on peut le voir sur cette animation, normalement, quand l'eau devient solide, les liaisons hydrogènes permettent de créer des structures qui vont former des cristaux. Mais lorsqu'on ajoute un cryoprotecteur, par exemple du glycérol, cette structure va être radicalement différente et donc la formation de cristaux sera plus difficile. C'est ce qui augmente la viscosité de la solution et qui va empêcher la cristallisation de l'eau présente dans le liquide sanguin et donc éviter les dégâts. Cette technique s'appelle la vitrification ou plus précisément appelée la vitrification cryoprotectrice. Elle permet de protéger les tissus, ceux-ci se conservent mieux dans un état vitreux que dans de la glace étant donné que les molécules ne cherchent pas à se réarranger en changeant d'état, mais restent dans un fluide que l'on aurait figé, formant une sorte de liquide solide. Ce procédé de vitrification a été inventé par les cryobiologistes Craig Fahey et Brian Hawke en 2006. Or, ces cryoprotecteurs sont souvent toxiques et composés de molécules imposantes ne pouvant pas forcément pénétrer dans les cytoplasmes. Une bonne partie des recherches se dirige par ici, le but étant de baisser leur toxicité et de trouver des molécules plus petites mais tout aussi efficaces. Cette technique par exemple fonctionne très bien pour conserver le cerveau, où en présence du cryoprotecteur CIVM1, la vitrification fonctionne avec succès, c'est-à-dire qu'aucun cristal n'apparaît dans le cerveau. Et après le réchauffement de l'organe, des observations microscopiques ont pu être faites et aucune lésion n'a été décelée. C'est d'ailleurs ce qui a impulsé l'idée de conserver uniquement la tête d'un défunt. En effet, Alcor propose des services de neuroconservation, c'est-à-dire que la tête est séparée du corps, car on admet que l'identité d'un être humain est avant tout conservée dans son cerveau. Bien que cette pratique soit assez débattue au sein de la communauté cryoniste, il est vrai que le cerveau est le principal réceptacle de la mémoire humaine, et il est plus aisé de penser que les technologies du futur permettront de transplanter un corps humain, car dans la plupart des cas, le corps serait trop endommagé pour ressusciter. Et de plus, la neuroconservation engendre une baisse des coûts de conservation et de transport. Mais en admettant les arguments susmentionnés, on considère que la survie dépendrait de la conservation des informations contenues dans le cerveau, ce qui amène à considérer l'amnésie comme l'ultime frontière entre la vie et la mort. Ah, c'est une réflexion très éclairante. Et donc les entreprises de cryogénisation prennent en compte tous ces facteurs pour conserver les corps au mieux? Donc si moi demain je décide de me faire cryogéniser à ma mort, je dois faire quelle démarche au juste? Ah oui, le fonctionnement concret est relativement simple. Mais par contre, j'espère que vous ne comptez pas vous faire cryogéniser, car en France cette pratique est interdite. En effet, les lois sur le respect des morts priment. Donc, on ne peut qu'être incinéré ou enterré.
Alors qu'aux USA par exemple, on peut choisir de se faire cryogéniser à sa mort. D'ailleurs, en octobre 2016, en Angleterre, une jeune fille de 14 ans atteinte d'un cancer en phase terminale a demandé à être cryogénisée et la justice anglaise a accepté après un long débat entre la famille de la jeune fille. Par conséquent, à sa mort, le corps a été envoyé au Canada dans les locaux du Cryonic Institute dans le but d'être cryogénisé dans l'espoir de soigner son cancer et de la ressusciter dans le futur. Ce procès met en place une jurisprudence dans ce flou juridique. Mais revenons au fonctionnement concret. La première démarche à effectuer est de s'inscrire dans un organisme qui propose ce type de service. Il y a par exemple Alcor, Cryorus, le Cryonic Institute. Cela vous coûtera plus de 28 000 € chez ce dernier, mais le prix est très différent d'un institut à un autre, et dans tous les cas, cela reste très onéreux. Par la suite, après avoir souscrit à un contrat de cryogénisation, le patient, car oui c'est ainsi qu'ils appellent les adhérents, devra porter un bracelet en permanence avec lui, avec indiqué dessus les gestes qui doivent être effectués rapidement après sa mort clinique. Tout d'abord, il faut placer le corps dans un bain de glace pour limiter l'action des réactions chimiques, qui sont des réactions biochimiques engendrées par le cerveau après la mort qui déclenchent un phénomène d'autodestruction du corps. Et de plus, il faut pomper le sang artificiellement pour que le cerveau soit toujours irrigué afin qu'une solution cryoprotectrice puisse s'y introduire. Et par la suite, le sang sera en partie remplacé par une solution antigel, le fameux cryoprotecteur qui va vitrifier le sang et donc empêcher la formation de cristaux de glace lors du refroidissement. Puis le corps sera refroidi progressivement à moins 196 degrés grâce à de l'azote liquide pour ensuite reposer ainsi jusqu'à ce que la science puisse les ressusciter, ou les soigner comme disent les cryonistes. Mais en outre, il ne faut pas non plus s'attendre à être cryogénisé des dizaines de millénaires, car des observations d'Ashwood Smith et Grant en 1977 ont pu conclure que la conservation infinie à moins 196 degrés était impossible théoriquement, car des cellules conservées à cette température pendant admettons 32 000 ans accumuleraient du fait des radiations ionisantes autant de dommages que s'ils avaient subi une seule radiation de 600 rads, ce qui correspond à ce qu'ont reçu les habitants d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Donc, on peut en conclure que, comme les sciences en général, chaque avancée apporte son lot de mystères et de problèmes. Mais la cryogénisation va générer des inégalités, car elle est réservée aux personnes aisées. Et comment savoir qui aura le droit d'être cryogénisé? Cela posera à terme des problèmes de surpopulation. Oui, c'est bien vrai, c'est destiné à être une pratique très élitiste avec une population d'érudits qui pourrait accéder à ce privilège. En effet, la question de l'immortalité soulève bon nombre de débats très intéressants, mais que nous n'aurons pas le temps de traiter ici. Après toutes ces éclairantes explications, on peut dire que le film est bel et bien une fiction et va le rester encore pour un bon moment. En effet, le glycérol présent dans le film n'a pas pu remplacer le sang, et donc la formation de cristaux de glace aurait dû lui être fatale. Mais dans tous les cas, même si la rigueur scientifique n'est pas présente, surtout d'après les connaissances de l'époque de Louis de Funès, Hibernatus reste indéniablement un très bon film intemporel qui est à regarder sans modération.